Quelque chose de grand arrive, a dit ma famille pour mon anniversaire. Je suis rentré dans une maison vide et j'ai vu la photo. 3 jours plus tard, mon téléphone a été inondé d'appels. Je m'appelle Amanda Wilson et je viens d'avoir 30 ans. Pendant des semaines, ma famille n'arrêtait pas de chuchoter, attends un peu. Quelque chose de grand arrive pour ton anniversaire. Leur enthousiasme était contagieux. Nous avons toujours été proches, alors naturellement, je les ai crus. J'imaginais des fêtes, des cadeaux, peut-être même un voyage surprise. Mais quand je suis rentré chez moi le jour de mon anniversaire pour trouver une maison vide et que j'ai vu cette photo sur ma table de salle à manger, tout a changé. Je ne m'attendais jamais à ce qui s'est passé ensuite. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous vous êtes déjà senti oublié par les personnes qui devraient le plus se souvenir de vous, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires qui pourraient vous aider à vous sentir moins seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Avoir 30 ans me semblait monumental. Pas de manière redoutable, mais plutôt comme une étape importante. Mes 20 ans avaient été des montagnes russes, diplôme universitaire, premier vrai travail, premier vrai chagrin d'amour, et enfin m'installer dans une carrière qui payait principalement les factures. Maintenant, j'approchais du grand cap des 30 ans, et c'était comme franchir un seuil invisible vers l'âge adulte à part entière. Ma famille avait toujours rendu les anniversaires spéciaux. Ma mère, Eleanor, préparait mon gâteau au chocolat et à la framboise préférée à partir de rien. Mon père, Gary, écrivait des cartes touchantes qui me faisaient pleurer sans faute. Ma sœur cadette, Nathalie, organisait des jeux et mon frère aîné, Michael, revenait de n'importe où son dernier voyage d'affaires l'avait emmené. Nous étions cette famille, celle qui célébrait correctement. Cela a commencé 3 semaines avant mon anniversaire. Maman a appelé un dimanche après-midi. Amanda, ma chérie, nous devons parler de ton anniversaire, a-t-elle dit, sa voix plus aiguë que la normale, comme elle le devient quand elle est excitée par quelque chose. Maman, s'il te plaît. Rien de trop extravagant, ai-je répondu automatiquement. L'année dernière, il m'avait surprise avec un week-end dans un vignoble local. C'était charmant, mais je ne voulais pas qu'il dépense encore ce genre d'argent. Oh, ne t'inquiète de rien. Garde simplement tout ton week-end de libre. Quelque chose de grand arrive. Elle a pratiquement chanté la dernière partie. Lundi suivant est venu de Michael. Il m'a envoyé un texto à l'improviste un mardi. Salut sœurette, ton week-end d'anniversaire est libre? Fais-moi confiance, tu vas vouloir le libérer. Quelque chose de grand est en préparation. J'ai répondu avec une série de points d'interrogation, mais il a juste renvoyé un emoji avec la bouche fermée par une fermeture éclair. Puis Nathalie a appelé pendant que je faisais les courses. As-tu déjà acheté quelque chose de joli à porter? A-t-elle demandé, sautant complètement le bonjour. Pourquoi? J'ai calé mon téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en comparant 2 boîtes de pâtes presque identiques. Pour la célébration de ton anniversaire, évidemment. Maman dit que je ne suis pas censé donner de détails, mais tu voudras quelque chose de spécial à porter. Quelque chose de grand arrive, Mandy. Seule ma famille m'appelle Mandy, et seulement quand ils se sentent particulièrement affectueux. À ce stade, ma curiosité était à son comble. Même mon petit ami, Richard, agissait de manière suspecte. Nous sortions ensemble depuis 2 ans, et bien qu'il soit doué pour beaucoup de choses, garder des secrets n'en faisait pas partie. Pourtant, chaque fois que j'essayais d'obtenir des informations sur les plans de mon anniversaire, il devenait intensément intéressé par ce qui passait à la télévision ou se souvenait soudainement de mes urgents qu'il devait envoyer. Fais juste confiance au processus, disait-il avec un sourire malicieux. Ta famille veut que ce soit spécial. Avec tout le monde étant si énigmatique, mon imagination s'est emballée. Peut-être avait-il loué un bateau de fête sur le lac. Ou peut-être avait-il arrangé une séance de dédicace avec mon auteur préféré à la librairie locale. Ma théorie la plus extravagante impliquait un voyage surprise à New York pour voir le spectacle de Broadway dont je parlais depuis des mois. Les célébrations familiales étaient notre langage de l'amour. Quand Nathalie a eu 21 ans, nous l'avions surprise avec un week-end dans la région viticole. Pour les 25 ans de Michael, nous nous étions tous cotisés pour des leçons de parachutisme car il avait toujours voulu essayer. Quand maman a eu 50 ans, papa avait secrètement organisé la venue de toutes ses amies d'université pour un week-end de retrouvailles. Je me souviens de mon 16e anniversaire,
quand papa avait organisé une chasse au trésor à travers la ville avec des indices menant à différents lieux significatifs de mon enfance. Mon 21e anniversaire avait été marqué par une fête surprise avec des amis de toutes les étapes de ma vie, certains que je n'avais pas vus depuis des années. Pour mes 25 ans, ils avaient créé un montage vidéo avec des messages de parents et d'amis qui ne pouvaient pas être là en personne. Ces souvenirs me faisaient sentir incroyablement aimé. Malgré l'année difficile que j'avais eue professionnellement, on m'avait refusé une promotion dans l'agence de marketing où je travaillais et un de mes principaux clients était parti ailleurs. Ma vie personnelle était solide, avec Richard parlant de plus en plus de notre avenir ensemble et le système de soutien indéfectible de ma famille. Alors que le compte à rebours de l'anniversaire continuait, je suis devenu une détective dans ma propre maison. Je vérifiais l'historique de navigation de Richard quand il laissait son ordinateur portable ouvert. J'écoutais sans vergogne aux portes quand les membres de ma famille l'appelaient. J'ai même vérifié notre calendrier partagé à la recherche de blocs de temps mystérieux. Rien de concret n'est apparu, mais les conversations chuchotées et les regards entendus ont continué. La nuit précédant mon anniversaire, je pouvais à peine dormir. Richard était allé se coucher tôt, prétextant un mal de tête, mais je soupçonnais qu'il avait besoin de finaliser les préparatifs de l'anniversaire. Je suis resté éveillé, me sentant comme une enfant la veille de Noël, imaginant toutes les merveilleuses possibilités que le lendemain pourrait apporter. Quel que soit quelque chose de grand, je me sentais immensément reconnaissante d'avoir des gens dans ma vie qui se donneraient tant de mal pour que je me sente spécial. Je ne savais pas à quel point tout allait changer radicalement en moins de 24 heures. Je me suis réveillé le jour de mon anniversaire dans un silence inhabituel. Normalement, mon téléphone bourdonnerait de messages d'anniversaire, à commencer par ma mère, qui se targuait d'être la première à appeler chaque année, exactement à 7h06 du matin, l'heure de ma naissance. Mais quand j'ai vérifié mon téléphone à 7h15, il n'y avait rien. Aucun appel manqué, aucun SMS, pas même de notification sur les réseaux sociaux. C'est bizarre, me suis-je murmuré. Richard était déjà parti au travail, ce qui n'était pas complètement inhabituel pour un jeudi, mais je m'attendais au moins à un baiser d'anniversaire ou à une carte avant son départ. Sur son oreiller se trouvait une note griffonnée à la hâte, réunion matinale. On se voit ce soir. Joyeux anniversaire. Pas de cœur, pas de xoxo, juste ses initiales. J'ai essayé de ne pas être déçu. Clairement, tout ce qu'ils avaient prévu était pour plus tard. Je me suis habillé avec un soin particulier, choisissant un nouveau chemisier que j'avais gardé pour une occasion spéciale, je me suis maquillé plus méticuleusement que d'habitude, et j'ai même bouclé mes cheveux. Quelle que soit cette surprise, je voulais être belle pour les photos qui finiraient inévitablement sur Instagram. Au travail, mes collègues ont chanté une version fausse de « Joyeux anniversaire » et m'ont offert un gâteau de supermarché. Mon patron, Bradley, m'a donné une carte cadeau générique avec un message préimprimé. C'était gentil, mais rien d'extraordinaire. Tout au long de la matinée, j'ai continué à vérifier mon téléphone, attendant des instructions, ou au moins plus de vœux d'anniversaire de ma famille. Le silence devenait de plus en plus inconfortable. À l'heure du déjeuner, l'anxiété avait remplacé mon excitation initiale. J'ai appelé ma mère, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale. J'ai essayé mon père avec le même résultat. Le téléphone de Michael a sonné 4 fois avant de passer à la messagerie vocale et le téléphone de Nathalie était apparemment complètement éteint. J'ai envoyé un texto de groupe, alors, il se passe quelque chose pour mon anniversaire ou pas? 20 minutes plus tard, ma mère a répondu « Désolé, ma chérie. Journée chargée. On se parle plus tard. » Papa a ajouté « Joyeux anniversaire, princesse. On se voit bientôt. » Michael a envoyé un emoji de gâteau d'anniversaire et Nathalie a écrit « Joyeux anniversaire, sœurette. » Grosse surprise à venir plus tard. Ces réponses vagues n'ont fait qu'accroître ma confusion. Que signifiait « plus tard » ? Après le travail ce soir? J'ai envisagé de demander directement, mais je ne voulais pas paraître ingrate ou impatiente. À 15h, je ne pouvais plus me concentrer sur mon travail. J'ai dit à ma superviseure, Catherine, que je ne me sentais pas bien et je suis rentré chez moi plus tôt. Sûrement, ce qu'ils avaient prévu était en train d'être installé chez moi. Une fête surprise semblait de plus en plus probable, surtout avec tout le monde étant si évasif. Je suis arrivé dans mon allée avec des papillons dans l'estomac. La maison avait l'air ordinaire de l'extérieur, pas de voitures supplémentaires garées dans la rue, pas de ballons attachés à la boîte aux lettres. Pourtant, ils pouvaient tous se cacher à l'intérieur, les lumières éteintes,
attendant de sauter et de crier « Surprise !». En ouvrant la porte, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai tourné la clé dans la serrure et j'ai poussé la porte. « Allô » ai-je appelé dans l'obscurité. Aucune réponse. Pas de flot soudain de lumière. Pas de chœur de voix criant « Surprise !». Juste le silence familier d'une maison vide. J'ai allumé les lumières et je suis resté dans mon entrée, complètement confuse. La maison était exactement comme je l'avais laissée ce matin. Rien de spécial ou de différent nulle part. Pas de décoration, pas de cadeaux, pas de gens attendant pour célébrer avec moi. Déconcerté, j'ai traversé chaque pièce, ne trouvant rien d'anormal jusqu'à ce que j'atteigne la salle à manger. Là, au centre de la table, se trouvait une photographie que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. C'était un selfie de toute ma famille dans un aéroport. Maman, papa, Michael et Nathalie, tous portant des lunettes de soleil et des vêtements d'été, souriant largement avec des bagages visibles derrière eux. À côté de la photo se trouvait une note manuscrite dans l'écriture distinctive de ma mère, Amanda, surprise. Nous sommes partis à Hawaï pour la réunion de famille d'urgence de la grande-tante Florence. Elle a insisté pour voir tout le monde tout de suite, et les seules dates qui fonctionnaient étaient cette semaine. Nous sommes tellement désolés de manquer ton anniversaire, ma chérie. Nous le fêterons correctement à notre retour dans 2 semaines. Il y a un petit quelque chose pour toi dans le frigo. On t'aime très fort, maman, papa, Mike et Nat, bisous et câlins. Je suis resté figé, lisant et relisant la note. La réunion de famille d'urgence de la grande-tante Florence à Hawaï pendant la semaine de mon anniversaire, et ils sont tous partis sans même me le dire jusqu'à ce que je trouve cette note. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. La première publication dans mon fil d'actualité était de Nathalie, postée 3 heures plus tôt. Elle montrait ma famille sur une plage, des cocktails à la main, avec la légende « Aloha Hawaï ». Le temps en famille est le meilleur des temps. Michael avait aussi posté quelque chose, rien de mieux que de surprendre la grande-tante Florence avec une visite. Je me suis effondré sur une chaise de salle à manger, mon esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. Ils n'avaient pas seulement oublié mon anniversaire. Ils avaient activement choisi d'être à des milliers de kilomètres pour celui-ci. Et d'après les photos, ils passaient un moment merveilleux sans moi. J'ai ouvert le réfrigérateur, y trouvant un petit gâteau de supermarché avec « Joyeux anniversaire, Amanda », écrit avec un glaçage générique et un sac cadeau contenant une bougie parfumée et une carte cadeau de $50 pour un grand magasin. Le genre de cadeau que vous achetez à la dernière minute quand vous n'y avez mis aucune pensée. Mon téléphone a finalement sonné. C'était Richard. « Joyeux anniversaire, chérie », a-t-il dit, sa voix étrangement tendue. « Désolé, je suis parti sans dire au revoir ce matin. Le travail a été fou aujourd'hui. »« Tu savais ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. « Savais quoi ? Que ma famille est allée à Hawaï sans moi pendant la semaine de mon anniversaire. » Une pause révélatrice. Ils avaient mentionné quelque chose à propos d'un voyage. Je ne savais pas que c'était maintenant. Son hésitation m'a tout dit. Il savait, il avait su depuis le début. Je pensais qu'on fêtait ça ce soir, ai-je dit. Tout le monde n'arrêtait pas de dire que quelque chose de grand arrivait. Ouais, à ce sujet. Richard s'est éclairci la gorge. Je dois travailler tard ce soir. Grosse urgence client. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ce week-end à la place. J'ai mis fin à l'appel peu après, ne me faisant pas confiance pour parler sans pleurer. Le « quelque chose de grand » qui arrivait n'était pas du tout une célébration pour moi. C'était des vacances en famille auxquelles je n'avais pas été invité. Ce soir-là, je me suis assis seul dans mon salon, mangeant de la nourriture chinoise à emporter directement du contenant et fixant le gâteau de supermarché intact. 30 ans, et je passais mon anniversaire complètement seul, faisant défiler des photos sur les réseaux sociaux de ma famille s'amusant comme des fous à Hawaï. Avec chaque photo souriante et chaque légende enthousiaste, la confusion et la déception se sont cristallisées en quelque chose de plus dur et de plus froid à l'intérieur de ma poitrine. Le lendemain de mon anniversaire, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et un sentiment de vide dans la poitrine. Je m'étais endormi sur le canapé, mon téléphone toujours serré dans ma main. La première chose que j'ai vue en le déverrouillant était une autre série de photos d'Hawaï. Maman posant avec un collier de fleurs. Papa essayant de surfer. Michael et Nathalie faisant le signe de la paix devant un luau. L'horodatage sur l'une des publications de maman a attiré mon attention.
Ils montraient ma famille s'enregistrant à leur hôtel, daté d'il y a 3 jours. Ils étaient déjà à Hawaï quand ils m'envoyaient ces messages énigmatiques, quelque chose de grand arrive. Ils me mentaient depuis des jours. Avec un malaise croissant, j'ai commencé à regarder de plus près leurs réseaux sociaux. En arrière-plan d'une photo, j'ai repéré un email de confirmation imprimé sur le bureau de l'hôtel. En zoomant, je pouvais à peine distinguer une date de réservation datant de 3 mois. Ce voyage n'avait pas du tout été soudain. Il avait été planifié depuis des mois. J'ai de nouveau appelé Richard. J'ai besoin de savoir la vérité, ai-je dit quand il a répondu. Depuis combien de temps es-tu au courant de ce voyage à Hawaï? Sa pause m'a tout dit avant même qu'il ne parle. Depuis qu'ils l'ont réservé. Ta mère m'a fait jurer de garder le secret. Et tu n'as pas pensé que je méritais de savoir que toute ma famille m'abandonnait le jour de mon anniversaire? Que toutes ces allusions à quelque chose de grand n'étaient que des blagues cruelles? Ils ne le pensaient pas de cette façon, Amanda. Ils ont vraiment oublié que les dates coïncidaient avec ton anniversaire jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour changer les réservations. Ta mère se sentait très mal à ce sujet. Assez mal pour m'appeler et me le dire elle-même, pour s'excuser correctement au lieu de laisser une note? Pour peut-être, je ne sais pas, m'inviter à venir? Son silence était accablant. Alors que la conversation se terminait, un souvenir de mon enfance a refait surface. J'avais 11 ans et mon récital de piano était programmé le même soir que le match de championnat de baseball de Michael. Mes parents s'étaient séparés. Maman était venue à mon récital pour la première moitié avant de partir pour attraper la fin du match de Michael. Papa n'était pas venu du tout. Je me souviens du sentiment de vide en jouant mon solo devant un auditorium à moitié vide, regardant ma mère se faufiler par la porte arrière juste au moment où j'atteignais le passage difficile que j'avais répété pendant des semaines. Ce n'était pas un incident isolé. Quand j'ai été inscrite au tableau d'honneur, l'exploit a été éclipsé par la fracture du bras de Nathalie le même jour. La remise de mon diplôme universitaire avait été précipitée car Michael avait un entretien d'embauche le lendemain matin dans un autre état et nous devions prendre la route. Le vernissage de ma première exposition d'art avait été peu fréquenté car il coïncidait avec la fête prénuptiale d'une cousine éloignée. Assise dans mon salon, entourée des contenants à emporter de la veille, j'ai réalisé que ce n'était que le dernier événement d'un schéma de toute une vie. J'étais toujours celle dont les réalisations et les étapes importantes pouvaient être reportées, reprogrammées ou complètement ignorées. J'ai essayé d'appeler maman, mais elle a répondu à bout de souffle, clairement au milieu d'une activité. Oh, salut ma chérie. Je peux te rappeler? On est sur le point d'aller faire de la plongée avec tuba. Maman, j'ai eu ta note, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Super. Tu as aimé le gâteau? J'ai dit à ton père qu'il était trop petit, mais c'est tout ce qu'ils avaient en magasin. Maman, tu es à Hawaï pour mon 30e anniversaire. Je sais, ma chérie, et on se sent vraiment mal à ce sujet. Mais Florence a insisté pour que ce soit cette semaine. Quelque chose à propos de la disponibilité de l'hôtel. On se rattrapera à notre retour. Je te le promets. En arrière-plan, j'entendais papa l'appeler pour qu'elle se dépêche. Je dois y aller, Amanda. On parlera correctement plus tard. D'accord. Je t'aime. Et elle était partie. J'ai consulté la page Facebook de la grande-tante Florence. Sa publication la plus récente la montrait rayonnante au milieu de notre groupe familial avec une légende, « Merci à ma merveilleuse famille pour cette incroyable visite surprise. Le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. » Donc, ce n'était même pas une réunion d'urgence. C'était un voyage d'anniversaire surprise pour la grande-tante Florence, qui avait eu 75 ans 2 jours après mon 30e anniversaire. Ils avaient choisi de célébrer son anniversaire au lieu du mien. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mes emails et j'ai cherché des messages de ma famille concernant les plans d'anniversaire. Il n'y en avait aucun, mais j'ai trouvé une confirmation de commande Amazon transférée par erreur du compte de ma mère au mien. Elle montrait que mes cadeaux d'anniversaire, la bougie parfumée et la carte cadeau, avaient été commandés via la fonction de rappel d'anniversaire d'Amazon avec une livraison standard. Ils n'avaient même pas personnellement choisi mes cadeaux. Ils avaient laissé un rappel automatisé le faire pour eux. Je me suis effondré sur le sol de ma cuisine, le téléphone serré contre ma poitrine, et j'ai finalement laissé les larmes couler pour de bon. Il ne s'agissait pas seulement d'un anniversaire manqué. Il s'agissait d'être invisible dans ma propre famille. Il s'agissait d'être la personne fiable, celle qui ne causait jamais de problème,
celle sur qui on pouvait compter pour comprendre quand d'autres choses prenaient le dessus. Toujours. Plus tard dans la soirée, j'ai appelé mon amie Jessica, la seule personne qui s'était réellement souvenue de mon anniversaire sans un rappel sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression de devenir folle, lui ai-je dit après avoir expliqué la situation. Est-ce que je surréagis? Devrais-je juste être compréhensive à ce sujet, comme toujours? Amanda, la voix de Jessica était douce mais ferme. Tu as le droit d'être blessée. C'était ton 30e anniversaire et ils t'ont lâché pour des vacances à la plage. Ce n'est pas correct. Mais c'est ma famille. Ils m'aiment. L'amour devrait inclure la considération et le respect. Ils ne t'ont donné ni l'un ni l'autre dans cette situation. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, Jessica validant des sentiments que j'essayais de réprimer. Au moment de raccrocher, je me sentais légèrement mieux, mais la blessure s'était installée profondément dans mes os. Cette nuit-là, je me suis de nouveau endormi en pleurant, serrant mon téléphone avec son flux infini de photos de vacances hawaïennes, me sentant plus trahi que jamais dans ma vie. Les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient fait me sentir complètement insignifiante, et je n'étais pas sûr que notre relation serait un jour la même. 3 jours après mon anniversaire, quelque chose a changé en moi. Je me suis réveillé avec une énergie différente. La blessure était toujours là, mais elle s'était cristallisée en quelque chose de plus vif, de plus défini. J'étais en colère, vraiment, profondément en colère. Je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai commencé à cataloguer mentalement toutes les fois où j'avais été négligé, tous les sacrifices que j'avais faits et qui n'avaient pas été appréciés. La liste était terriblement longue. J'avais reporté d'1 an le début de mes études supérieures lorsque maman avait dû être opérée, restant à la maison pour m'occuper d'elle pendant sa convalescence. Michael n'était même pas rentré de l'université pour lui rendre visite, prétendant que ses cours étaient trop importants pour être manqués. J'avais prêté $5000 à Michael lorsqu'il était entre 2 emplois il y a 3 ans, de l'argent qu'il n'avait pas encore remboursé en totalité. Quand je l'ai mentionné une fois, il avait agi comme si j'étais mesquine d'en parler. J'avais passé d'innombrables heures à aider Nathalie à réviser pour ses examens d'infirmière, mettant mon propre travail de côté pour m'assurer qu'elle réussisse. Elle ne m'avait jamais offert son aide pour quoi que ce soit nécessitant un engagement de temps similaire. J'avais modifié mes projets de vacances le Noël dernier pour m'adapter à la décision de dernière minute de mes parents de partir en croisière au lieu de recevoir à la maison. Personne ne m'avait remercié pour les acomptes non remboursables que j'avais perdus. Plus je me souvenais, plus je devenais en colère. J'avais passé toute ma vie à être la fille attentionnée, la sœur serviable, la petite amie compréhensive. Et qu'est-ce que cela m'avait rapporté? Une maison vide le jour de mon 30e anniversaire et une famille qui ne pouvait même pas prendre la peine d'appeler. Mon téléphone a sonné. C'était Richard. Salut, je pensais que je pourrais peut-être passer ce soir. Apporter le dîner. Fêter ton anniversaire correctement. 3 jours en retard, ai-je dit sèchement. Amanda, allez. Je me suis excusé d'avoir travaillé tard le jour de ton anniversaire. Que veux-tu de plus? Je veux que tu reconnaisses que tu savais que ma famille prévoyait d'être absente et que tu n'as rien dit. Tu m'as laissé m'enthousiasmer pour quelque chose de grand qui n'allait jamais arriver. Ta mère m'a demandé de ne rien dire. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Peut-être considérer mes sentiments pour une fois. Peut-être réaliser que me laisser croire que ma famille préparait quelque chose de spécial alors qu'ils prévoyaient en fait de m'abandonner était cruel. T'abandonner? C'est un peu dramatique, tu ne trouves pas? Ils sont en voyage en famille, pas en train de déménager sur Mars. Un voyage en famille sans un membre de la famille. Pendant l'anniversaire marquant de ce membre de la famille. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais c'est ta famille. Ils t'aiment. Ils ont juste fait une erreur de timing. J'ai senti ma colère monter. Une erreur? Ils ont réservé les billets il y a 3 mois. Ils planifient ça depuis des mois, Richard. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement, Amanda? Je dis que j'en ai marre d'être la seule à considérer les sentiments des autres. Je dis que si tu ne peux pas comprendre pourquoi ça fait si mal, alors peut-être que tu ne me comprends pas du tout. Tu me poses un ultimatum en ce moment à cause d'un anniversaire? Non, je te demande de voir cette situation clairement. Ma famille a choisi de célébrer l'anniversaire de la grande-tante Florence au lieu du mien. Ils ont menti en disant que c'était une réunion d'urgence.
Ils m'ont laissé croire qu'ils préparaient quelque chose de spécial pour moi alors qu'ils savaient qu'ils ne seraient même pas là. Et tu savais tout depuis le début et tu n'as rien dit. Alors, que veux-tu que je fasse? Dire à ta famille que ce sont des gens horribles? Arrêter de leur parler? Je veux que tu arrêtes de défendre leur comportement et que tu commences à reconnaître mes sentiments. La dispute s'est envenimée jusqu'à ce que Richard dise finalement qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir et raccroche. Je suis resté dans ma cuisine, tremblant de colère, puis j'ai fait quelque chose de complètement inhabituel. J'ai crié, un cri fort et primal qui a probablement alarmé mes voisins. C'était incroyable. Poussé par la rage et l'adrénaline, j'ai traversé mon appartement en nettoyant comme un ouragan. J'ai frotté les sols, organisé les placards et réarrangé les meubles, des actions physiques pour correspondre au bouleversement émotionnel que je vivais. Le soir, mon appartement était impeccable et j'avais évacué une partie de ma fureur initiale. Assise à mon ordinateur, j'ai ouvert Facebook et j'ai systématiquement retiré mon identification des photos de vacances en famille où j'avais été incluse les années précédentes. J'ai temporairement mis en sourdine les comptes des membres de ma famille, incapables de supporter plus de photos de leur paradis hawaïen. Le lendemain, au travail, je me suis confié à ma collègue Stéphanie pendant la pause déjeuner. Ma sœur a fait quelque chose de similaire, m'a-t-elle dit. Elle a programmé son mariage le week-end de ma remise de diplôme universitaire, puis a agi comme si j'étais égoïste d'être contrarié. Que as-tu fait? Ai-je demandé. J'ai arrêté de me rendre disponible pour chaque urgence familiale. J'ai commencé à dire non quand j'en avais besoin. C'était difficile au début, mais finalement ils ont compris que je n'étais plus le paillasson de la famille. Cet après-midi-là, j'ai rédigé un email cinglant à ma famille, détaillant chaque anniversaire négligé, chaque occasion sacrifiée, chaque service ingrat que j'avais rendu au fil des ans. J'ai écrit sur ce que ça faisait de réaliser que j'étais la seule à jamais considérer les sentiments des autres. J'ai décrit l'humiliation de m'asseoir seul dans une maison vide le jour de mon anniversaire, les regardant célébrer sans moi sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas envoyé, pas encore. Mais l'écrire était cathartique, apportant de la clarté à des sentiments que je réprimais depuis des années. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais toujours été la personne responsable, le membre de la famille qui ne causait jamais de problème, sur qui on pouvait toujours compter pour comprendre quand les plans changeaient ou les promesses étaient rompues. J'étais la prévisible et fiable Amanda qui ne ferait jamais de scène ni ne réclamerait d'attention. Et j'en avais fini avec ça. Complètement fini. J'ai envoyé un texto à Jessica. J'ai pris une décision. Quand ils rentreront d'Hawaï, les choses vont changer. J'en ai marre d'être le paillasson de la famille. Sa réponse a été immédiate. Il était temps. Tu veux que je t'aide à t'entraîner à fixer des limites? Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. La colère était toujours là, mais elle s'était transformée en quelque chose de productif. De la détermination. J'étais déterminé à apporter des changements significatifs dans la façon dont je me laissais traiter, non seulement par ma famille, mais par tout le monde dans ma vie. À partir de maintenant. Après que la vague initiale de colère se soit calmée, je me suis retrouvé capable de penser plus clairement. J'avais besoin de comprendre comment nous en étions arrivés là, non pas pour excuser leur comportement, mais pour avoir une perspective sur la dynamique familiale qui avait permis à cette situation de se développer. J'ai commencé par revoir les interactions familiales passées avec un regard neuf. Des schémas que j'avais ignorés auparavant sont apparus. Quand il y avait des tensions, j'étais toujours la médiatrice. Quand les plans tombaient à l'eau, j'étais celle qui s'adaptait. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, j'étais la première à l'offrir, souvent à mes propres dépens. Je me suis souvenu des séances de thérapie familiale après la brève séparation de mes parents quand j'avais 14 ans. La thérapeute avait noté que j'étais la gardienne émotionnelle de la famille, un rôle qu'aucun enfant ne devrait avoir à jouer. À l'époque, je l'avais pris comme un compliment. Maintenant, je le reconnaissais comme un avertissement. J'ai décidé d'appeler ma cousine Rachel, qui n'était pas allée à Hawaï. Rachel était la fille de la sœur de ma mère, et nous avions toujours été proches, bien que nous ne nous voyions pas souvent depuis qu'elle avait déménagé à Seattle. Je me demandais pourquoi tu n'étais sur aucune des photos d'Hawaï, a-t-elle dit quand j'ai abordé le sujet du voyage. Parce que je n'ai pas été invité, ai-je répondu. Ils y sont allés pendant la semaine de mon anniversaire et ne me l'ont dit que lorsque je suis rentré dans une maison vide le jour de mon anniversaire. Il y a eu une longue pause. Waouh, c'est vraiment dégueulasse, Amanda. Je sais.
J'essaie de comprendre comment c'est arrivé. Est-ce que tante Judith a dit quelque chose sur la raison pour laquelle je n'ai pas été incluse? Rachel hésita. C'est gênant, mais d'après ce que maman a dit, tes parents ne voulaient pas t'inquiéter parce que ta mère a eu quelques problèmes de santé. Rien de mortel, a-t-elle ajouté rapidement. Mais elle a eu des vertiges, et ils ne voulaient pas gâcher ton anniversaire avec des soucis médicaux. C'était la première fois que j'entendais parler de problèmes de santé. Quel genre de vertige? A-t-elle vu un médecin? Elle a passé des tests. Je ne connais pas les détails, mais apparemment c'est en partie pourquoi il voulait faire ce voyage maintenant, pendant qu'elle se sent encore capable de voyager. J'ai senti ma colère se dégonfler légèrement, remplacée par de l'inquiétude. Pourquoi maman ne m'avait-elle pas parlé de ses problèmes de santé? Il y a plus, continua Rachel à contre-cœur. Michael a perdu son emploi il y a environ 3 mois. Il fait bonne figure sur les réseaux sociaux, mais en réalité, il a des difficultés, et Nathalie et Marc ont suivi une thérapie de couple. Ils ont failli se séparer le mois dernier. Chaque révélation m'a frappé comme un coup physique. Ma famille s'effondrait et personne ne m'avait rien dit. Pourquoi est-ce que j'apprends ça seulement maintenant? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Amanda, tu es la forte. Celle qui a tout sous contrôle. Ils ne voulaient probablement pas t'accabler avec leurs problèmes. Mais ça ne les dérange pas de m'accabler en m'excluant de vacances en famille, en me laissant seul le jour de mon anniversaire. Rachel soupira. Je ne les défends pas. Ce qu'ils ont fait était mal. J'essaie juste de t'aider à comprendre. Ta famille a cette image de toi comme quelqu'un qui n'a pas besoin de soutien, qui va toujours bien. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça qu'ils te voient. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans un silence stupéfait, traitant cette nouvelle information. Ma mère était malade. Mon frère était au chômage. Le mariage de ma sœur était en crise. Et personne ne me l'avait dit parce qu'il me voyait comme la forte. L'ironie était douloureuse. Il m'avait exclu pour me protéger, mais en le faisant, il m'avait blessé plus profondément que n'importe quelle mauvaise nouvelle n'aurait pu le faire. Et il m'avait privé de l'opportunité de les soutenir dans leurs difficultés, ce qui était tout ce que j'avais toujours voulu faire. Plus tard dans la soirée, Richard a appelé. Je te dois des excuses, a-t-il dit sans préambule. J'ai réfléchi à notre conversation, et tu as raison. J'aurais dû te dire ce que ta famille prévoyait. Ce n'était pas juste de te laisser espérer. Merci de le dire, ai-je répondu. Ma voix était stable. Mais il y a plus que juste l'histoire de l'anniversaire. Je lui ai raconté ce que Rachel avait partagé sur les différentes crises de ma famille. Waouh, a-t-il dit quand j'ai fini. Ça explique certaines choses. Ta mère a mentionné être inquiète à propos de certains tests médicaux quand elle m'a demandé de ne pas te parler du voyage. J'ai supposé que c'était mineur. Pourquoi tout le monde dans ma vie pense que je suis trop fragile pour gérer des informations difficiles? Est-ce que je donne l'impression d'être si instable? Non, ce n'est pas ça du tout. Au contraire. Tu sembles si capable, si bien organisé. Je pense qu'ils craignent de trop s'appuyer sur toi déjà. Alors, à la place, ils m'excluent complètement. En quoi est-ce que ça a du sens? Ça n'en a pas, a admis Richard. Ils ont très mal géré tout ça. Mais je ne pense pas que c'était malveillant, Amanda. Je pense qu'ils sont juste émotionnellement immatures et ne savaient pas comment équilibrer leurs besoins avec les tiens. Autant que je voulais rester en colère, je devais reconnaître qu'il avait peut-être raison. Ma famille n'était pas délibérément cruelle, juste émotionnellement retardée. Ils n'avaient jamais appris de saine façon de communiquer des sentiments difficiles ou de gérer des besoins concurrents. Et j'avais favorisé ce dysfonctionnement en étant toujours celle qui s'accommode, n'exprimant jamais ma propre déception ou ma blessure. Le lendemain matin, j'ai appelé ma thérapeute, le docteur Patricia, que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an, et j'ai programmé une séance d'urgence. J'ai passé 1 heure à déverser toute l'histoire, de la déception de l'anniversaire aux révélations sur les luttes secrètes de ma famille. Ce que j'entends, a dit le docteur Patricia quand j'ai finalement fait une pause pour respirer, c'est que votre famille vous a attribué un rôle qui ne vous convient plus, si tant est qu'il vous ait jamais convenu. Ils vous voient comme la fille forte et indépendante qui n'a pas besoin de soutien, ce qui leur permet commodément de se concentrer sur les besoins plus visibles des autres membres de la famille. Exactement. Mais pourquoi? Je n'ai jamais dit que je n'avais pas besoin de soutien. Mais l'avez-vous déjà demandé explicitement?
Leur avez-vous dit quand vous aviez des difficultés ou quand vous aviez besoin qu'ils soient là pour vous? J'ai réfléchi à cela. Je suppose que j'ai toujours essayé de gérer les choses par moi-même. Je ne voulais pas ajouter à leur stress. Et cela a créé une dynamique où ils supposent que vous allez toujours bien, sauf si vous dites le contraire. La plupart des gens ne lisent pas dans les pensées, Amanda. Ils se basent sur ce que nous leur disons et sur notre comportement. À la fin de notre séance, j'avais une compréhension claire de mon rôle dans la facilitation de ces schémas familiaux. Je n'avais pas créé le problème, mais j'y avais participé en ne communiquant jamais clairement mes besoins ni en fixant des limites appropriées. Ce soir-là, Richard est passé avec de la nourriture à emporter de mon restaurant préféré. Nous avons parlé pendant des heures, vraiment parlé, de communication et d'attente. Pour la première fois, j'ai admis à quel point je me sentais souvent négligé, non seulement par ma famille, mais parfois aussi par lui. Je ne veux plus être la dernière roue du carrosse dans ma propre vie, lui ai-je dit. J'ai besoin de gens qui font de moi une priorité, au moins de temps en temps. Je veux être cette personne, a-t-il dit en me prenant la main. Je suis désolé de ne pas avoir été meilleur jusqu'à présent. En m'endormant cette nuit-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La blessure n'était pas partie, mais elle avait évolué en quelque chose de plus complexe. Je comprenais maintenant que ma famille n'était pas malveillante, juste émotionnellement immature. Et bien que cela n'excusait pas leur comportement, cela me donnait un cadre pour aller de l'avant. Le changement commencerait par moi, en fixant des limites claires et en exprimant ouvertement mes besoins, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. Dans les jours précédant le retour de ma famille d'Hawaï, je me suis préparé à ce qui devait arriver ensuite. Avec les conseils du docteur Patricia, j'ai développé une stratégie pour exprimer mes sentiments sans les attaquer. Pour fixer des limites, sans couper les ponts. La clé, a conseillé le docteur Patricia, est d'utiliser des messages « je ». Je me suis senti blessé quand, plutôt que « tu m'as blessé quand ». Cela maintient l'accent sur votre expérience plutôt que sur leurs actions, ce qui réduit la défensive. J'ai pratiqué ces conversations à voix haute, parfois avec Richard, parfois seul devant le miroir de ma salle de bain. Je devais être clair et ferme sans laisser l'émotion faire dérailler le message. Quand ma mère a envoyé un texto pour dire qu'ils avaient atterri et seraient à la maison le soir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Nous devons avoir une réunion de famille demain. » Chez moi, 14 heures. C'est important. Sa réponse a été immédiate. « Est-ce que tout va bien, ma chérie ?» « Non, ai-je répondu par écrit. Mais ça ira après qu'on aura parlé. Le lendemain, ma famille est arrivée chargée de souvenirs hawaïens, des sacs de courses colorés débordant de cadeaux de dernière minute. Je les ai acceptés avec des remerciements polis, mais je n'en ai ouvert aucun, les plaçant plutôt sur la table basse. « Je peux vous servir un café ou un thé avant qu'on commence ?» ai-je demandé, ma voix plus calme que je ne le sentais. Ils ont échangé des regards nerveux en s'installant sur mon canapé. Ma mère avait l'air bronzée mais fatiguée, les rides autour de ses yeux plus prononcées que dans mon souvenir. Mon père n'arrêtait pas de s'éclaircir la gorge, une habitude nerveuse de son enfance. Michael et Nathalie étaient assis anormalement proches l'un de l'autre, unis dans une appréhension apparente. « De quoi s'agit-il, Mandy ?» a finalement demandé mon père. « Ta mère est morte d'inquiétude depuis ton texto. » Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, les mains croisées sur mes genoux pour les empêcher de trembler. « Je veux parler de ce qui s'est passé avec mon anniversaire », ai-je commencé. Et plus important encore, de notre dynamique familiale qui a rendu cela possible. « Oh, ma chérie, on se sent vraiment mal d'avoir manqué ton anniversaire », m'a interrompu ma mère. « On a prévu une autre célébration pour le week-end prochain pour se rattraper. »« Maman, s'il te plaît, laisse-moi finir », ai-je dit fermement. Il ne s'agit pas de la célébration elle-même. Il s'agit du fait que toute ma famille a choisi d'être dans un autre état pour mon 30e anniversaire sans me le dire jusqu'au jour même. Il s'agit des semaines d'indices sur quelque chose de grand qui n'arrivait jamais. Il s'agit de découvrir par une note et des publications sur les réseaux sociaux que vous étiez tous ensemble à faire la fête sans moi. Ce n'était pas comme ça, a protesté Michael. La grande-tante Florence a spécifiquement demandé ces dates. On n'avait pas le choix. Vous aviez le choix d'être honnête avec moi, ai-je répondu calmement. Vous avez choisi de me laisser croire que vous prépariez quelque chose de spécial pour mon anniversaire alors que vous saviez que vous ne seriez même pas là. On allait te le dire, a dit faiblement Nathalie. On ne savait juste pas comment le faire sans gâcher la surprise pour Florence. Alors,
vous avez privilégié sa surprise à mes sentiments. La pièce est tombée dans le silence. Ma famille avait l'air mal à l'aise, mais j'ai continué. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la raison pour laquelle ça fait si mal, et j'ai réalisé que c'est parce que ça fait partie d'un schéma. Un schéma où mes besoins et mes sentiments passent constamment en dernier dans cette famille. J'ai donné des exemples précis, en gardant ma voix stable et factuelle. Personne ne m'a interrompu cette fois. Le pire, ai-je continué, c'est que j'ai récemment appris les problèmes de santé de maman, la perte d'emploi de Michael et les problèmes de mariage de Nathalie. Tout ça par la cousine Rachel. Pas par l'un d'entre vous. Vous m'avez exclu de vos difficultés tout comme vous m'avez exclu de vos vacances. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On ne voulait pas t'inquiéter, Amanda. Tu as déjà assez à faire avec ton travail. Et ce n'était pas à toi de prendre cette décision, maman, ai-je dit doucement. Je suis une adulte. C'est à moi de décider ce que je peux gérer. En me cachant ces choses, vous m'avez privé de la chance de vous soutenir, ce qui est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Ma mère s'est alors effondrée, des années de stress et de peur se déversant en sanglots convulsifs. Je suis désolé, a-t-elle haleté entre deux larmes. J'ai eu si peur à cause de ces tests, et je ne savais pas comment te le dire. Tu as toujours été mon roc, Amanda. Je ne voulais pas que tu me voies m'effondrer. Je me suis déplacé pour m'asseoir à côté d'elle, lui prenant la main. Maman, tu as le droit de t'effondrer parfois. Nous le pouvons tous. Mais nous devons nous effondrer ensemble, pas nous cacher les uns des autres quand les choses deviennent difficiles. Cela a ouvert les vannes. Michael a admis qu'il avait eu trop honte de me parler de la perte de son emploi après que je l'ai aidé financièrement par le passé. Nathalie a avoué que son mariage battait de l'aile depuis plus d'1 an, mais qu'elle n'avait pas voulu me décevoir en admettant qu'elle échouait dans quelque chose. J'ai l'impression de devoir être à la hauteur de tes standards, a-t-elle dit. Tu as toujours l'air d'avoir tout compris. Ce n'est pas le cas, l'ai-je assuré. Loin de là. Mais je suis devenu doué pour faire semblant parce que je pensais que c'était ce que tout le monde attendait de moi. Pour la première fois peut-être de toute notre vie d'adulte, nous avions une conversation honnête sur nos sentiments et nos peurs. C'était désordonné, inconfortable et parfois larmoyant, mais c'était comme respirer de l'air pur après des années dans une pièce enfumée. J'ai besoin que les choses changent, leur ai-je dit alors que notre conversation touchait à sa fin. J'ai besoin que nous communiquions ouvertement, même quand c'est difficile. J'ai besoin que mes sentiments soient considérés, non pas comme une réflexion après coup, mais comme une priorité parfois. Et j'ai besoin que vous arrêtiez tous de me voir comme l'invulnérable qui n'a pas besoin de soutien. À ma surprise, ils ont tous accepté volontiers. Papa a suggéré des séances de conseil familial, ce à quoi il s'était opposé pendant des années. Maman a promis d'être honnête sur sa situation médicale à l'avenir. Michael et Nathalie se sont engagés à organiser des dîners réguliers entre frères et sœurs où nous pourrions prendre des nouvelles les uns des autres correctement. Plus tard, après leur départ, Richard est passé. Il nous avait respectueusement laissé de l'espace pour la réunion de famille, mais voulait savoir comment ça s'était passé. Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je admis. Il y a eu des larmes et de la défensive au début, mais nous sommes finalement parvenus à un bon point. Ils vont tous suivre une thérapie familiale. Je suis fier de toi, a-t-il dit, en me prenant dans ses bras. Tenir tête à ta famille n'a pas dû être facile. Non, ce ne l'était pas, ai-je convenu. Mais c'était nécessaire. Et pas seulement pour moi, pour nous tous. Nous étions coincés dans ces schémas dysfonctionnels depuis si longtemps, aucun de nous ne savait comment s'en libérer. Et maintenant ? J'ai souri, me sentant plus légère que depuis des semaines. Maintenant, nous commençons à construire quelque chose de plus sain ensemble. Ce soir-là, alors que Richard et moi préparions le dîner dans une camaraderie confortable, j'ai réalisé que le désastre de l'anniversaire avait été douloureux mais nécessaire. Il m'avait forcé à affronter des dynamiques familiales qui m'étouffaient lentement depuis des années. J'avais pardonné à ma famille, mais je n'avais pas oublié, et je ne permettrai pas que les choses redeviennent comme avant. L'anniversaire qui avait commencé avec une maison vide m'avait en quelque sorte donné une relation plus pleine et plus authentique avec les personnes que j'aimais le plus. Ce n'était pas le cadeau que j'attendais, mais c'était peut-être celui dont j'avais le plus besoin. 3 mois après l'anniversaire qui n'en était pas un, ma famille m'a organisé ce qu'ils ont appelé une célébration de renaissance. Nous nous sommes réunis chez mes parents un samedi après-midi ensoleillé. Pas de secret ni de surprise, juste une reconnaissance honnête des erreurs passées et un engagement à faire mieux.
Les changements dans notre dynamique familiale étaient subtils mais significatifs. Quand maman a reçu de bonnes nouvelles concernant ses tests médicaux, elle m'a appelé immédiatement au lieu d'attendre que cela ne m'inquiète plus. Quand Michael a obtenu un entretien d'embauche, il m'a demandé de l'aider à se préparer plutôt que de prétendre que tout allait bien de son côté. Quand Nathalie et Marc ont décidé de renouveler leurs vœux après avoir surmonté leurs problèmes, elle m'a demandé mon avis sur la cérémonie plutôt que de me présenter un fait accompli. Ces petites actions démontraient un changement dans la façon dont ils me voyaient, non plus comme le membre de la famille qui n'avait pas besoin de considération, mais comme quelqu'un dont les sentiments et la vie comptaient. Le changement le plus profond, cependant, était en moi. J'avais trouvé ma voie et découvert que l'utiliser ne détruisait pas les relations, mais les renforçait. J'avais appris à fixer des limites sans culpabilité et à exprimer mes besoins sans excuse. Tu sembles différente, a remarqué ma superviseure, Catherine, après que j'ai réussi à négocier le poste de responsable pour un nouveau compte majeur. Plus confiante. Elle avait raison. La confiance qui avait commencé en tenant tête à ma famille s'était étendue à d'autres domaines de ma vie. J'avais cessé d'accepter moins que ce que je méritais, tant sur le plan personnel que professionnel, et les gens avaient réagi en offrant plus. Richard et moi étions plus forts que jamais. Après avoir été témoin de ma confrontation avec ma famille, il avait été inspiré pour aborder certains problèmes avec ses propres parents. Nous étions devenus des partenaires de croissance, nous soutenant mutuellement à travers des conversations difficiles et célébrant de petites victoires. Tu sais ce que Nathalie m'a dit hier, ai-je demandé à Richard alors que nous nous promenions dans le parc un soir. Elle a dit que tenir tête à la famille était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour son mariage. Comment ça, a-t-il demandé. Apparemment, me voir fixer des limites lui a donné la permission de faire de même avec Marc. Elle a dit qu'elle avait eu si peur des conflits pendant si longtemps qu'elle avait oublié comment se défendre. Richard m'a serré la main. Tu as toujours été la forte, Amanda. La différence, c'est que maintenant tu utilises cette force pour toi-même aussi bien que pour les autres. Les mots de ma sœur m'avaient profondément touché. Ce qui avait commencé comme une prise de position personnelle pour le respect avait eu des répercussions, affectant des relations que je n'avais même pas envisagées. Mes parents suivaient une thérapie pour travailler sur des problèmes de communication qui avaient tourmenté leur mariage pendant des décennies. Michael avait rejoint un groupe de soutien pour les professionnels en transition de carrière, abordant enfin l'anxiété qu'il avait maintenue isolée pendant sa recherche d'emploi. Quant à moi, j'apprenais à accepter la vérité inconfortable que l'amour nécessite parfois la confrontation. Que des relations saines dépendent non seulement de ce que nous donnons, mais aussi de ce que nous sommes prêts à exiger. Que fixer des limites n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La déception de l'anniversaire qui avait semblé si dévastatrice était devenue, avec le recul, un catalyseur de croissance. Non seulement pour moi, mais pour tout mon système familial. Nous apprenions tous à être plus honnêtes, plus directs, et finalement plus authentiquement solidaires les uns des autres. Bien sûr, nous avions encore des défis. Les anciens schémas refaisaient parfois surface, surtout dans les moments de stress. Maman essayait encore parfois de me protéger des informations difficiles. Papa s'attendait encore occasionnellement à ce que je joue les médiatrices dans les conflits familiaux. Mais maintenant, j'avais les outils et la confiance nécessaires pour réorienter ces interactions vers des schémas plus sains. Lors de ma renaissance, alors que nous nous rassemblions autour d'un vrai gâteau fait maison, les expressions de ma famille étaient différentes de celles des anniversaires passés. Il y avait une nouvelle prise de conscience dans leurs yeux, une présence consciente qui n'était pas là avant. Quand ils ont chanté « Joyeux anniversaire », ce n'était pas juste un rituel, mais une véritable célébration de moi et de ma place dans leur vie. En soufflant les bougies, je n'ai pas souhaité quelque chose de matériel. J'ai souhaité le courage de continuer ce voyage d'authenticité, de continuer à écrire ma propre histoire plutôt que d'accepter le rôle que les autres m'avaient assigné. Avant de terminer cette célébration, ai-je dit en levant mon verre, je veux tous vous remercier, non seulement pour cette fête, mais aussi pour avoir accepté de grandir avec moi ces derniers mois. Ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. À la croissance, a dit mon père en levant son propre verre. Et à toi, Amanda, pour avoir eu le courage d'exiger mieux de nous tous. Alors que nous faisions teinter nos verres, j'ai croisé le regard de Richard de l'autre côté de la table. Il m'a fait un clin d'œil et j'ai ressenti une vague de gratitude pour ce nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je n'étais plus un personnage secondaire, mais la protagoniste de ma propre histoire. Alors, et vous? Vous êtes-vous déjà senti négligé ou tenu pour acquis par les personnes qui devraient le plus vous valoriser?
Avez-vous trouvé le courage de vous exprimer et de fixer des limites? Ou jouez-vous encore un rôle qui ne vous convient plus? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et poursuivons cette conversation. Si mon histoire vous a parlé, veuillez aimer et vous abonner pour plus de contenu sur la navigation des dynamiques familiales et la croissance personnelle. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de partage si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour réécrire votre rôle dans votre propre vie.